Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Je suis un peu malade, c'est pas grave, je serai pinçant quand même, eh oui. Au programme aujourd'hui, on va parler de deux événements, deux choses. La première, c'est ce qui s'est passé au Texas, est-ce qu'on est face à une guerre civile, le retour de la guerre de sécession, on va aborder ce sujet. Et la deuxième, qui me tient à cœur, je tiens à vous le dire, c'est cette tentative de récupération d'un mouvement social par la CGT. On a vu des tentatives, parfois fructueuses, parfois non. On va voir ce que ça peut augurer pour l'avenir. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges ou la chaîne d'Hugo Décrypte de droite et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. On s'est mardi. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est bien sûr le mouvement agricole qui commencerait au conditionnel à se faire noyauter par l'extrême gauche syndicale. Enfin, les syndicats se sont fait parfois rembarrer, je pense notamment au Parti communiste français, évidemment, mais les tentatives sont là et on va voir. Grâce aux mouvements sociaux des 10 dernières années, grâce à l'observation de comment se sont déroulés ces mouvements sociaux, comment, si la révolte est récupérée par des syndicats d'extrême gauche, puisque c'est pour l'instant les plus puissants en France, comment cette récupération signifie la fin d'un mouvement social. Et on va fonctionner par étapes. La première étape pour tuer un mouvement social, c'est d'observer. Tapis dans l'ombre. On observe la grogne sociale, ce que disent les Français, et les potentialités de manifestation. Le mouvement social, il émerge, mais pour l'instant, on s'en bat un peu les couilles. Dans un premier temps, ces syndicats-là, ces partis-là vont dénoncer ces mouvements sociaux puisqu'ils ne les maîtrisent pas. C'est pas eux qui en sont à l'origine, du coup, ils leur tapent dessus. On peut évidemment traiter le mouvement social de raciste, de xénophobe, d'extrême droite, de complotiste et de mangeur d'enfants. Tant que le mouvement social est résiduel, tant qu'il y a très peu de personnes dans le mouvement, on lui frappe dessus, il n'y a aucune galère. C'est les fâchés et fachos de Jean-Luc Mélenchon lors des débuts des Gilets jaunes. C'est ce que la députée insoumise Clémentine Autain disait sur Facebook, à savoir « Je ne défilerai pas » avec les soutiens de Minute ou de Marine Le Pen. C'est ce que la CGT dit sur les Gilets jaunes le 16 novembre, à savoir la veille de la grande manifestation des Gilets jaunes, quand elle dit « La CGT ne défilera pas aux côtés de ce genre d'individus ». Ah, c'est marrant parce que quand on connaît la suite du mouvement des Gilets jaunes, on se dit putain, elle a quand même pas mal défilé cette CGT. La deuxième étape pour nuire et pour noyauter et détruire un mouvement social, c'est la récupération, pure et dure. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le mouvement agricole. Sur l'A43, au péage de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, les agriculteurs ont été rejoints par la CGT, donc des cheminots, rejoint par Greenpeace et le mouvement pro-palestinien. Évidemment, le noyautage se fait par un groupe qui s'appelle la Confédération Paysanne. Donc c'est des espèces de, je vous montre les photos, mais c'est des espèces de clochards zadistes et proches des paysans comme je le suis de la culture shintoïste du Moyen-Âge. Mais l'intention est là. Il y a de la récupération qui est en train de se mettre en place. La preuve que ce mouvement, je parle en l'occurrence de la Confédération Paysanne, est loin des attentes des paysans, c'est que cette confédération-là, avec le noyautage par la CGT, va aboutir à des scènes lunaires, genre des drapeaux palestiniens dans une manifestation agricole en France. Ça n'a aucun putain de sens. Des mecs qui s'arrachent le cul pour 400 balles par mois n'ont pas, je pense, l'énergie disponible pour penser à des conflits géopolitiques au Moyen-Orient. Faut arrêter de rêver là. Je rappelle que la CGT, le syndicat, la CGT, a appelé de ses voeux à voter pour Emmanuel Macron 2 fois. Que la CGT a viré la chaîne de télévision CNews dans sa manifestation. CNews qui a été la seule chaîne à se faire le porte-voix du drame des paysans ces 3 derniers mois. Je rappelle aussi que la CGT a eu des critiques très réservées, si ce n'est aucune critique, sur l'Union européenne. Bon. Ce qui va se passer dans la prochaine étape, c'est exactement
ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes et même lors de la réforme des retraites. La CGT fait valoir ses revendications, en y intégrant aussi celle de la France insoumise et en délaissant complètement les revendications initiales du mouvement social. Revendications qui sont précisément les normes libérales et écologiques contre lesquelles les agriculteurs se battent, soit disant passant. Je vais peut-être un peu m'énerver sur ce moment-là, mais j'ai vu un truc qui m'a quand même assez cassé les couilles et j'aimerais vous en parler. Moi, j'ai un message pour la France insoumise et pour la CGT. Et vous vous en rappelez, pendant les manifestations contre le projet des méga-bassines de Sainte-Soline, projet de méga-bassines, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, qui devait bénéficier à des agriculteurs et à des paysans. Mes chers militants de la CGT, de la France insoumise, quand vos militants, et c'est prouvé, quand vos militants ont saccagé le matériel des paysans en expliquant que c'était des beaufs et qu'ils étaient pollueurs, elle était où la convergence des luttes ? Quand les agriculteurs pleuraient, et j'ai les vidéos, je vous les mettrai, quand les agriculteurs pleuraient pour vous demander d'épargner le matériel et les outils de production, elle était où la convergence des luttes ? Les installations, on travaille honnêtement, de voir que des gens viennent vous les détruire et justifient ça, soi-disant, que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer autour d'une table à discuter comme on le fait là, mais pas en allant détruire les outils des autres. Est-ce que parce que je ne suis pas d'accord avec mon voisin, je vais détruire sa maison ? Quand les paysans vous expliquaient qu'ils ne pourraient pas matériellement produire 100 méga-bassines et que vous les avez quand même humiliés, la France insoumise et la CGT, elle était où la convergence des luttes ? On subit des interdictions l'été parce que les nappes sont trop basses et on ne peut plus prélever de l'eau pour préserver le milieu et éventuellement l'eau potable. Et à ce moment-là, nos cultures ne peuvent pas aller correctement au bout de leur cycle. Et la France insoumise, c'est votre député, Bastien Lachaud, qui harcelait des éleveurs porcins dans les Côtes d'Armor, en s'introduisant dans les abattoirs pour humilier les travailleurs en les traitant de monstres. On sait combien, et j'en avais parlé la semaine dernière, cette humiliation publique joue énormément dans le désespoir des paysans et des agriculteurs. Là, dans ce cas-là, elle est où la convergence des luttes ? Elle est où la convergence des luttes quand faut humilier des darons qui se cassent le cul au travail pour nous nourrir ? Bon. Et ensuite, la nouvelle étape pour noyauter un mouvement social, et elle est claire et nette cette étape. Le mouvement social va devenir un espèce d'attrape-merde généralisé avec des revendications incohérentes, une espèce de fourre-tout socialiste et libéral de mes deux grosses couilles. Ensuite, prochaine étape, dernière étape qu'on pourrait appeler une étape de putréfaction d'un mouvement social, on ramène des antifas et des black blocs dans les cortèges et c'est le cercle infernal. Les black blocs enculent matériellement tout ce qui bouge, détruisent littéralement tout sur leur passage, terrorisent les manifestants et fracassent des vitrines. Et enfin, on aboutit à la conclusion qui est un double mouvement en fait. Déjà, l'opinion publique commence à critiquer la violence du mouvement et le délaisse pour se tourner vers l'ordre, entre guillemets, incarné par l'État. Le mouvement en lui-même devient juste la CGT, les Antifas et la France Insoumise. C'est ce qu'on a connu pour les Gilets jaunes et pour la réforme des retraites. Le mouvement va être ensuite progressivement délaissé par le cœur historique du mouvement social et l'État, grâce à une opinion publique qui va devenir favorable à l'État et défavorable à la violence du mouvement, se radicalise. Alors là, on a deux options. Soit le mouvement social meurt de lui-même, soit on l'aide à le faire disparaître en surmédiatisant l'ultra-violence du mouvement. Et voilà, clap de fin. Merci à Jean-Jacques pour la réa, tu m'as régalé. Les paysans, allez vous faire enculer. Vous pouvez analyser chacun des mouvements sociaux français ces 10 dernières années, ça a toujours été le cas. Le problème avec ce raisonnement-là, et je finirai par ça, c'est que ce mouvement social, contrairement au mouvement des Gilets jaunes et au mouvement de la réforme des retraites, c'est un mouvement qui est animé par le désespoir. J'en avais parlé la semaine dernière. Les agriculteurs et les paysans se meurent. Si les revendications des paysans et des agriculteurs n'aboutissent pas, ils sont finis. Il n'y a plus de paysannerie française, il n'y a plus d'agriculture française. C'est comme ça. Ils le disent. C'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Si ce mouvement-là ne trouve pas un écho politique, il n'y a plus de mouvement. Ce que la CGT va faire, en noyautant ce mouvement, elle va le détruire. Prenez conscience de ça. On s'en reparlera dans quelques mois. La deuxième actualité de la semaine, c'est la guerre civile au Texas. Alors. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe là-bas. Vous me connaissez. Enfin, vous me connaissez moins que mes angoisses, mais vous me connaissez tout de même. Donc, on va reprendre un peu tout l'historique.
depuis le début, depuis le tout début. La vie est née sur Terre il y a environ 4 milliards d'années durant l'ère géologique de l'Archéen. Ok, je suis remonté peut-être un peu loin. Je vais vous raconter ce qui se passe au Texas. Je vais vous raconter l'histoire de ce qui se passe, mais ça va être très difficile pour vous et pour nous, en fait pour moi aussi, c'est assez difficile de s'imaginer et de réaliser la situation, justement parce que cette crise au Texas, c'est une crise qui est, entre guillemets, typiquement américaine, vous allez comprendre. En gros, le Texas a une frontière, je vous mettrai des cartes, a une frontière avec le Mexique. Jusque-là, ça va, c'est pas très dur. À la tête du Texas, on a Greg Abbott, qui est un républicain très proche de Donald Trump, qui est actuellement en campagne. Je dis ça parce que ça va donner un écho à cette crise-là. Vu qu'on est en campagne, les candidats se disent « Oh, il y a peut-être un coup à jouer » en médiatisant cette affaire. D'où la très forte médiatisation de cette crise. Campagne américaine qui se fait justement, notamment, sur le sujet de l'immigration. Bon. Et bien ce Greg Abbott, il est très colère contre le gouvernement de Joe Biden qui l'accuse de négligence en matière d'immigration et de sécurité. Autre chose à savoir, c'est que les États-Unis, puisque c'est un régime qui est fédéral, c'est en fait une fédération. Comme son nom l'indique, ce sont des États qui se sont unis, États-Unis. Et ces États, le Texas en l'occurrence, ces États, ils ont une espèce d'armée fédérale. Donc c'est une espèce de police locale. Et c'est pas la police, les mecs qui te foutent des PV dans la rue. C'est une police, tu les vois physiquement, c'est des militaires les gars. C'est pour vous dire que le degré de tension, il se fait pas entre des policiers municipaux et l'armée. Il se fait entre deux armées. Donc, l'histoire, pour revenir à cette histoire du Texas, on a un gouverneur anti-immigration, Greg Abbott, contre un président pro-immigration, Joe Biden. Et on a aussi, en parallèle de ça, une crise migratoire qui tend le cul des Texans, puisque en décembre, retenez bien ce chiffre-là, on a eu 10 000 passages à la frontière par jour entre le Mexique et les États-Unis. Ça fait 300 000 en un mois. C'est énorme, 300 000 en un mois. Cette crise, concrètement, elle commence le 10 janvier, quand la garde nationale du Texas, donc l'armée locale du Texas, empêche la police des frontières, sous l'autorité justement de Joe Biden, de Washington. Elle va empêcher cette police aux frontières d'installer des dispositifs de surveillance dans une zone où beaucoup de migrants transitent. Cet endroit-là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le Shelby Park. Là, va y avoir un drame, puisque 3 migrants qui tentaient de rejoindre le Texas se noient. Et que du coup personne ne peut les aider puisque les deux sont en train de se taper dessus. Le fleuve en l'occurrence c'est le Rio Grande. Donc scandale puisque 3 migrants sont morts. Joe Biden va accuser le Texas d'avoir volontairement laissé mourir ces migrants et la garde texane dit « Eh mais non, on a cherché à les aider mais on pensait que vous les aviez trouvés, enfin bref on s'est mal compris. La crise de la border crisis, c'est ça, c'est ces 3 migrants qui meurent et c'est les discussions qu'on a autour de ces 3 migrants qui meurent. » Sauf que ça a donné lieu à une autre crise qu'on appelle une crise constitutionnelle. Parce que les deux polices, le pouvoir local et le pouvoir fédéral, ils se disent que c'est à eux de gérer l'immigration. Donc on a deux pouvoirs concurrents sur un même sujet. Théoriquement, c'est du ressort du gouvernement fédéral, donc c'est du ressort de Washington, l'équipe à Joe Biden, de gérer cette situation-là. Or là, Abbott explique qu'il juge que le pouvoir central est mal appliqué, donc il lui revient de droit d'appliquer la sécurité dans cette crise migratoire, puisque cette crise migratoire met en jeu la sécurité du Texas, sécurité qui est censée, constitutionnellement parlant, lui revenir en fait, que c'est à lui d'appliquer la sécurité dans son État. Et alors, la crise aurait pu s'arrêter là, mais non, puisque 15 États et 25 gouverneurs républicains ont annoncé leur soutien au Texas. En fait, ils soutiennent le Texas évidemment par solidarité républicaine, aussi parce que ça leur permet d'affirmer leur opposition à la politique migratoire de Joe Biden, mais aussi et surtout parce qu'ils ont peur que, on ne sait pas, dans 1 an ou 2 ans, le Joe Biden, ils disent à ces États-là « Oh, vous allez appliquer la politique migratoire que je veux. Vous n'allez plus être responsable de la sécurité de vos citoyens. » Et ça, pour les Américains, on y reviendra, c'est impensable. 25 gouverneurs, sachant que les États-Unis, c'est 50 États. Donc la moitié des États américains soutiennent un État qui apparaît comme sécessionniste en termes constitutionnels. Et malgré une décision de la Cour suprême américaine qui s'oppose
enfin en tout cas qui désavoue l'État du Texas, la crise, elle continue. Et on commence à parler, très subtilement, comme ça, doucement, on commence à parler d'une possible indépendance du Texas. Alors, est-ce que parler de ça, c'est cohérent? Oui et non. Non, parce que l'idée d'une indépendance du Texas, ça fait, là on en parle en 2024, mais ça fait très longtemps que tous les 5 ou 6 ans, le sujet est remis sur la table. À chaque tension avec le gouvernement fédéral, le Texas dit « ouais mais attention, parce qu'on peut partir ». Mais en même temps, et c'est là où cette situation est plus sensible que d'autres qu'on a pu connaître il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est que là il y a une grosse différence avec le sujet en janvier 2024, cette crise des frontières du Texas, elle fait écho à un amendement qui est très cher aux Américains, un amendement qui est quasiment sacré aux États-Unis, à savoir le droit à l'autodéfense, le droit à la milice populaire. C'est cet amendement qui justifie notamment le port d'armes américain. Pour la petite histoire, c'est parce que à l'époque où la Constitution est créée, est écrite et rédigée, le Bill of Rights, on a très peur d'un pouvoir central qui pourrait opprimer le peuple. On sortait d'une guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni, donc on accorde aux Américains le droit de pouvoir se défendre. Et les Texans ont l'impression qu'il est temps, justement avec cette crise migratoire au Mexique, enfin à la frontière mexicaine, ils ont l'impression qu'il est temps d'appliquer ce droit-là, ce deuxième amendement, parce qu'ils se sentent en insécurité. Et quelque part, ils ont un peu raison. Je ne prends pas parti, mais ils ont un peu raison, parce qu'on sait que le contrôle justement des immigrés clandestins est très difficile, puisque par définition ils sont clandestins, donc c'est compliqué de les fouiller. Et on sait aussi que énormément de drogues, notamment, j'ai fait une vidéo là-dessus, notamment le fentanyl, transitent par cette frontière-là. Donc, l'un dans l'autre, les Texans se disent, si le gouvernement ne nous protège pas contre ces migrants clandestins qui ramènent de la drogue, qui tuent, vous avez vu les chiffres dans ma vidéo sur le fentanyl, c'est énorme, c'est une putain de crise sanitaire le truc. Si le gouvernement ramène ça, ou en tout cas ne s'oppose pas à ces migrants qui ramènent des drogues et de la violence, parce qu'on sait que les cartels passent par cette immigration, si le gouvernement ramène ça, nous sommes en droit, nous Texans, d'appliquer le deuxième amendement. Bref, et alors, si le Texas était indépendant, ça donnerait quoi? Eh ben j'ai fait mes petites recherches et c'est pas rien. Ça deviendrait le 39e État le plus grand du monde, puisqu'il fait grosso merdo la taille de la France. Ça deviendrait le 50e État le plus peuplé du monde, avec 30 millions d'habitants. Économiquement, il s'en sortirait plutôt pas mal, avec un PIB réel qui croît de 4,9% par an, contre 2,1% pour le PIB, pour la croissance du PIB américain. Le Texas serait dans le top 10 des économies mondiales, en devançant l'Australie et le Mexique, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Le Texas serait une économie ultra diversifiée, donc potentiellement très riche, autant agricole qu'énergétique et même technologique, puisqu'on voit qu'il y a énormément d'entreprises tech qui viennent s'y installer, avec Elon Musk en tête. Et militairement, alors militairement, il n'y a pas de match. Le Texas aurait l'une des meilleures armées du monde, avec 115 000 soldats disponibles et un budget de quasiment 2 milliards de dollars en 2023, ce qui est énorme pour un État, même pas pour le pays, même pas pour le pays des États-Unis, juste pour l'État du Texas. Le deuxième État derrière la Californie va-t-il redevenir indépendant, puisqu'il l'était avant? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Le phénomène web de la semaine, je vous mets la vidéo. Je vais pas vous dire ce que c'est. Je suis un petit taquin, je peux vous dire ce que c'est. C'est dégueulasse. Mais vous pouvez dire ce que c'est. Non, je peux vous dire ce que c'est. Wesh. À Paris, c'est des fous. C'est des fous. C'est des fous à Paris. Wesh. C'est votre moment préféré de la semaine désormais, c'est aussi le mien. C'est la vidéo... Non, je plaisante. C'est le moment Marceau.
j'en profite pour que vous soyez encore là, mes petits loulous, mes petits bonheurs. J'ai fait des entretiens, les copains. J'ai fait des entretiens. Ils sont salés. Ils sont très salés. J'en ai fait 2 pour l'instant. Je vais vous les drop, notamment un dimanche. Devinez qui j'ai fait en entretien, qui va sortir dimanche. Je vous donne un indice, c'est dans l'actualité. Deuxième indice, physiquement, le mec que j'ai fait en entretien, il me termine. Voilà, j'en dis pas plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France, vive ce qu'il en reste, vive son agriculture, vive le pays réel. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches, embrassez-les. Time! Abonne-toi